Je me tenais debout, dans une salle d'audience fédérale à Washington DC. C'est alors que mon oncle Richard m'a pointé du doigt, avant de déclarer « Cette femme a volé 60 millions d'euros à un vieil homme mourant ». La pièce a soudainement plongé dans le silence. Les journalistes ont baissé leurs stylos. Au fond de la salle, une femme a carrément halté de stupeur. Même le juge s'est adossé à son fauteuil, comme s'il se préparait à affronter une très longue après-midi. Je me souviens avoir lissé mon uniforme de cérémonie de la marine, d'un bleu nuit profond, simplement pour essayer de garder ma contenance. Les battements de mon cœur me semblaient si bruyants, qu'ils auraient pu faire trembler les murs. Richard Morgan se tenait là, sanglé dans un costume gris sur mesure, qui coûtait probablement plus cher que ma toute première voiture. Ses cheveux argentés étaient parfaitement peignés. Ses boutons de manchette étincelaient, sous les néons impitoyables du tribunal. Pour tous ceux qui regardaient la télévision, il incarnait le fils respectable, issu d'une puissante dynastie militaire américaine. Moi, en revanche, j'avais l'air d'être le scandale incarné. Puis, Richard a prononcé une phrase, qui a absolument tout fait basculer. « Elle n'est pas une Morgan », a-t-il craché avec mépris. « Elle ne l'a jamais été. » C'est à cet instant précis, que j'ai définitivement cessé d'avoir peur de lui. Car, à ce moment-là, je savais déjà ce que sa famille avait fait subir à mon père, et je savais exactement à quel point ils m'avaient tous sous-estimé. 3 mois plus tôt, je rangeais du matériel médical, sur la base de Camp Pendleton, en Californie du Sud, tout en m'inquiétant des factures de pharmacie impayées de ma mère, et en me demandant si ma vieille camionnette survivrait à un autre été. Ma vie, à l'époque, était d'une banalité affligeante. J'avais 32 ans, j'étais officière de logistique dans le corps des marines, divorcée, constamment épuisée, et je remboursais encore les dettes accumulées, pour avoir aidé à soigner ma mère pendant ses traitements contre le cancer. La plupart des soirs, je rentrais en voiture dans mon petit duplex de location, à Oceanside, je réchauffais des restes au micro-ondes, et je m'endormais devant de vieilles rediffusions à la télévision. Personne n'aurait pu me regarder, et voir une femme secrètement liée à l'une des familles militaires les plus riches d'Amérique. Franchement, je ne l'aurais pas cru non plus. L'appel téléphonique est arrivé un mardi après-midi. J'ai failli l'ignorer, car le numéro affiché était international. Capitaine Emily Carter, a demandé l'homme. Sa voix semblait polie, instruite, le genre de ton qui a sa place dans des bureaux hors de prix. Oui. Je m'appelle Walter Brunet. Je vous appelle de la part du cabinet juridique international Keller et Vogel, situé à Zurich, en Suisse. J'ai laissé échapper un petit rire nerveux. Je crois que vous vous êtes trompé de numéro. Non, madame, a-t-il répondu très calmement. Je cherche la petite fille du général Arthur Morgan. Ce nom m'a frappé, comme un seau d'eau glacée. Même les Américains ordinaires savaient très bien qui était Arthur Morgan. Un commandant de combat hautement décoré, un consultant en défense, un analyste militaire pour les chaînes d'information en continu. L'un de ces hommes qui avait passé 30 ans à apparaître dans des documentaires patriotiques, pendant que les politiciens de tous bords lui serraient la main. Ma mère le détestait viscéralement. C'était à peu près tout ce que je savais de lui. Monsieur, ai-je dit avec prudence. Je pense qu'il y a une erreur. Il y a eu un lourd silence au bout du fil. Puis, il a prononcé la phrase qui a bouleversé toute mon existence. Votre grand-père, le général Arthur Morgan, vous a légué 60 millions d'euros. Je me suis adossé à une armoire de fournitures, car, soudainement, mes genoux ne me semblaient plus très fiables. Autour de moi, les marines continuaient de déplacer des cartons et des porte-blocs, comme si le monde tournait normalement, mais le mien venait d'exploser. J'ai failli rire. Vous faites erreur sur la personne. Il a répliqué sereinement, comme s'il s'était parfaitement attendu à cette réaction. Prenez un vol pour Zurich. Prononcez le nom de votre père. Ne posez aucune question. Puis, il a raccroché. Juste comme ça. Aucune explication supplémentaire, aucun argumentaire de vente, rien du tout. J'ai fixé le combiné pendant près d'une minute entière. Ensuite, le sergent-chef Lewis est passé devant moi, portant une lourde caisse. Vous allez bien, mon capitaine? Oui, ai-je menti. Juste un appel bizarre. Ce soir-là, j'ai conduit pour aller voir ma mère. Elle vivait dans un petit appartement en résidence assistée, en périphérie de San Diego. L'endroit sentait toujours légèrement le café, et les vieux livres de poche.
Elle était assise près de la fenêtre, en train de tricoter, lorsque je suis entré. Au moment même où j'ai prononcé le nom d'Arthur Morgan, ses mains se sont figées. J'ai remarqué ce détail immédiatement. Tu ne m'as jamais dit qu'il était mon grand-père. Son expression s'est durcie, d'une manière que je n'avais pas vue depuis ma plus tendre enfance. Cette famille n'a rien à voir avec nous. Maman, quelqu'un m'a appelé depuis la Suisse. Cela a capté toute son attention. Une peur réelle a traversé son visage. Pas de la confusion, non. De la véritable terreur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je lui ai tout raconté. Quand j'ai eu terminé, elle était devenue livide. Tu n'iras pas à Zurich, a-t-elle déclaré fermement. Pourquoi pas? Parce que ces gens-là détruisent des vies. Je me suis assise en face d'elle. Toute ma vie, tu m'as répété que mon père nous avait abandonnés. Elle a détourné le regard. C'était ce que je croyais être le plus sûr. Le plus sûr. Pas la vérité. Le plus sûr. J'ai senti mon pouce accélérer à nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais elle a refusé de répondre. La conversation s'est achevée, nous laissant toutes les deux folles de rage. Je suis parti vers 21h, et j'ai conduit pour rentrer chez moi, à travers un épais brouillard côtier, avec la désagréable impression que toute mon enfance venait de devenir une gigantesque illusion. 2 jours plus tard, mon demi-frère, Daniel, a débarqué sans y être invité. Daniel était issu du second mariage de ma mère. Il possédait des concessions de voitures de luxe en Arizona, et portait des montreurs de prix, même pour de simples déjeuners décontractés. Il est entré dans mon duplex, a jeté un regard dédaigneux sur mes vieux meubles, et a lancé, « Alors, c'est ici que vit la toute nouvelle millionnaire de l'Amérique ?» J'ai croisé les bras. Maman te l'a dit. Elle est terrifiée. Elle cache quelque chose. Émilie, a-t-il soupiré. Tu poursuis un fantasme, simplement parce qu'un vieux Richard est mort. Je lui ai tendu la carte de visite, que Walter Brenet m'avait envoyée par email. L'expression de Daniel a légèrement changé, lorsqu'il a lu le nom du cabinet. C'est une vraie firme, a-t-il admis doucement. J'ai vérifié aussi. Malgré cela, il a secoué la tête. Tu ne penses pas sérieusement à y aller. Pourquoi pas? Parce que les familles riches, de cette envergure, ne distribuent pas soudainement de l'argent à de parfaits inconnus. Je ne suis pas une inconnue, s'il était mon grand-père. Daniel a eu un rire amer. Tu crois vraiment à ça? Cela m'a irrité bien plus que je ne l'aurais cru. Tu sais quoi, Daniel? Certaines personnes ne passent pas leur vie entière à mesurer leur propre valeur à l'aune de l'argent. Et certaines personnes, a-t-il rétorqué, ne se rendent pas compte quand elles se font manipuler. Après son départ, je suis resté éveillé presque toute la nuit, fixant la vieille boîte en bois, que ma mère gardait cachée dans son placard quand j'étais petite. Il y a des années, après être tombée malade, elle avait fini par me la confier. À l'intérieur, se trouvaient de vieilles photographies, des écussons militaires, des coupures de presse jaunies, et une photo déchirée de ma mère, debout à côté d'un officier des marines, dont le visage avait été arraché. J'ai soudainement réalisé une chose terrifiante. Peut-être que ma mère n'avait pas détruit cette photo parce qu'elle le détestait. Peut-être l'avait-elle détruite, parce qu'elle avait peur que quelqu'un d'autre ne le reconnaisse. 3 jours plus tard, j'ai demandé une permission d'urgence aux marines. Le dimanche suivant, j'ai embarqué sur un vol à destination de la Suisse, n'emportant avec moi qu'un seul sac marin, mon uniforme de cérémonie, et beaucoup plus de questions que de réponses. Alors que l'avion s'élevait au-dessus de la côte californienne, j'ai baissé les yeux vers le rivage qui s'estompait, et j'ai eu cette étrange sensation, que la femme qui quittait l'Amérique, ne serait pas du tout la même que celle qui y reviendrait. La banque ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Après toutes les scènes que je m'étais figurées, durant ce vol de 11 heures vers la Suisse, je pensais y trouver d'immenses colonnes de marbre, des lettrages dorés, et peut-être même des gardes armés postés à l'extérieur, comme dans un vieux film d'espionnage. Au lieu de cela, le bâtiment se dressait discrètement, dans une rue étroite près du lac de Zurich, niché entre des boutiques de luxe et l'atelier d'un maître horloger. Aucune enseigne, aucun drapeau. Seulement des murs de pierre grise, et des fenêtres sombres, polies avec un tel soin, qu'elles reflétaient parfaitement le ciel nuageux de la matinée. L'endroit ressemblait moins à une banque, et bien plus à un lieu où les gens de pouvoir disparaissaient, pour tenir des conversations ultra secrètes. Je me tenais à l'extérieur, serrant mon sac marin, épuisé par le voyage,
et fonctionnant presque exclusivement à la caféine et au stress. L'espace d'un instant, j'ai failli faire demi-tour. Toute cette histoire me paraissait encore complètement insensée. 60 millions d'euros. Un grand-père que je n'avais jamais rencontré. Un père dont personne ne voulait parler. Et cette unique phrase, qui se répétait dans mon esprit comme une mise en garde, prononcez le nom de votre père. Ne posez aucune question. À l'intérieur, le hall était silencieux, à l'exception d'une douce musique de piano. Tout sentait délicatement le cuir cher, et le bois ciré. Des hommes en costume sur mesure se déplaçaient sans un bruit entre les bureaux, portant des dossiers cartonnés plutôt que des ordinateurs. Une jeune réceptionniste m'a accueilli avec un sourire poli. « Puis-je vous aider ?» Je me suis soudainement senti ridicule, debout là, dans mes vêtements civils froissés, avec mon décalage horaire, et ma posture militaire trop rigide. Je suis ici pour rencontrer Walter Brunet. Elle a tapé quelque chose sur son clavier. Je suis désolé, mademoiselle. Il n'y a aucun rendez-vous à votre nom. Bien sûr qu'il n'y en avait pas. J'ai dégluti difficilement. La réceptionniste m'a offert ce sourire compatissant, que l'on réserve généralement aux touristes perdus. Puis, je me suis souvenu des instructions. Ma voix est sortie beaucoup plus bas que je ne l'aurais voulu. Le nom de mon père était le capitaine Jonathan Morgan. Tout a changé instantanément. L'expression de la femme s'est figée, mais ce n'était pas de la confusion. C'était de la pure reconnaissance. Elle s'est levée si brusquement, que sa chaise a roulé en arrière. Un instant, je vous prie. En moins de 30 secondes, deux hommes plus âgés, vêtus de costumes sombres, ont surgi d'un couloir. L'un d'eux s'est approché de moi avec prudence, presque avec respect. Capitaine Carter, oui, veuillez nous suivre. Plus aucune question, plus la moindre hésitation. Ils m'ont escorté vers un ascenseur privé, nécessitant une carte magnétique, ainsi qu'une vérification d'empreinte digitale. C'est à ce moment précis, que j'ai compris que cette situation dépassait de très loin de simples formalités de succession. Pendant que l'ascenseur montait, j'ai croisé mon reflet dans les parois en miroir. Une officière des marines de 32 ans, venue d'Oceanside, en Californie. Des bottes usées par la vie militaire. Les cheveux tirés en un chignon strict et pratique. De profonds cernes sous les yeux. Je n'avais définitivement pas ma place dans un endroit pareil. Les portes se sont ouvertes sur un étage privé tout entier, surplombant majestueusement le lac de Zurich. C'est là que j'ai enfin rencontré Walter Brunet. Il était plus vieux que je ne l'avais imaginé. La soixante-dizaine bien tassée, sans doute. Des cheveux blancs, de fines lunettes, et des yeux bleus apaisants, qui me rappelaient ces médecins qui connaissent déjà le diagnostic, avant même de prendre la parole. « Capitaine Emily Carter », a-t-il dit chaleureusement, en me tendant la main. « Merci d'être venu. » Je l'ai serré avec précaution. Vous connaissiez vraiment mon grand-père, depuis plus de 40 ans. Il m'a fait signe de m'asseoir, sur une chaise placée près d'immenses baies vitrées, offrant une vue imprenable sur l'eau. Le café est arrivé presque immédiatement. Du vrai café, pas l'huile de moteur brûlée que nous buvions à la base. Je suis resté là, tenant ma tasse, pendant que Walter ouvrait un épais dossier. Puis, il m'a étudié en silence, pendant de longues secondes. Vous ressemblez à votre père bien plus que je ne m'y attendais. Cette phrase m'a frappé plus fort que l'annonce de l'héritage. Personne ne m'avait jamais dit que je lui ressemblais. Parce que, tout simplement, personne ne parlait jamais de lui. Que lui est-il vraiment arrivé, ai-je demandé. Walter a croisé les mains. Votre mère vous a dit qu'il avait abandonné sa famille. Oui. Ce n'était pas vrai. La pièce m'a soudainement paru beaucoup plus petite. J'ai gardé un visage impassible, comme on l'enseigne aux marines, mais, à l'intérieur, quelque chose commençait à se fissurer douloureusement. Walter a repris, en choisissant ses mots. Le capitaine Jonathan Morgan a servi dans les renseignements de la marine, au cours des années 1990. Officiellement, il est mort lors d'une opération secrète à l'étranger. Officiellement. Walter a regardé vers le lac avant de répondre. Le général Morgan était convaincu que votre père avait été trahi. Je l'ai fixé intensément. Par qui? Il a hésité. Possiblement par des membres de sa propre famille. J'ai laissé échapper un petit rire étouffé. Pas parce que c'était drôle, mais parce que cela semblait relever de l'impossible.
Mais bon, 3 jours plus tôt, je croyais encore que mon grand-père ignorait jusqu'à mon existence. Walter a fait glisser plusieurs photographies sur son bureau. La première montrait un jeune officier des marines, debout aux côtés du général Arthur Morgan. Mon souffle s'est coupé instantanément. Cet officier avait mes yeux, la forme de ma mâchoire. Il arborait même cette expression sérieuse, que je voyais chaque matin dans mon miroir. Jonathan Morgan. Mon père. Pendant un long moment, j'ai été incapable de prononcer le moindre mot. Il avait l'air si ordinaire. Ni un fantôme, ni un monstre. Juste un marine. Une colère soudaine m'a envahi. En colère contre ma mère. En colère contre tous ces mensonges. En colère contre ces 32 années, passées à chercher des réponses qui m'avaient été volées. Walter m'a laissé le temps d'encaisser, avant de reprendre la parole. Votre grand-père a passé des décennies, à tenter de découvrir ce qui s'était réellement passé. Et, peu de temps avant sa mort, il a modifié son testament. Pourquoi moi? L'expression de Walter s'est adoucie. Parce que vous vous êtes engagé dans les marines. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il a suivi votre carrière militaire, très discrètement, pendant des années. Il était persuadé que vous portiez en vous la même intégrité que votre père. Je me suis adossé lentement, essayant d'assimiler cette information. Ce vieil homme avait observé ma vie de loin, pendant que je me débattais avec mes déploiements, mon divorce, mes dettes, et les visites à l'hôpital pour ma mère. Une part de moi s'est sentie violée dans son intimité. Une autre part s'est sentie étrangement reconnue, et comprise. Walter s'est raclé la gorge, et a ouvert un autre dossier. Les enfants du général Morgan s'attendaient à hériter de son domaine, de manière équitable. Richard Morgan, ai-je murmuré doucement. Walter a hoché la tête une fois. Votre oncle a été fort mécontent. C'était un euphémisme. Walter a presque souri. Puis, son expression est redevenue d'un sérieux implacable. Il y a cependant une autre question. Évidemment qu'il y en avait une. Il m'a tendu une enveloppe scellée, portant la signature de mon grand-père. Avant que je ne l'ouvre, Walter a précisé prudemment, votre héritage est protégé, en vertu des lois suisses et américaines. Toutefois, le général Morgan y a assorti des conditions très personnelles. J'ai levé les yeux. Quel genre de conditions? Il a exigé que vous examiniez certains dossiers familiaux, avant de pouvoir réclamer la succession. Pourquoi? Parce qu'il estimait que vous aviez droit à la vérité. Mes doigts étaient glacés, en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur, se trouvait une lettre manuscrite. L'écriture était ferme, mais légèrement tremblante, trahissant le poids de l'âge. Émilie, si tu lis ceci, c'est que j'ai échoué à réparer ce que ma propre famille a détruit. Tu es la dernière Morgan honnête qu'il reste. J'ai arrêté ma lecture. La pièce est devenue d'un silence oppressant. La dernière Morgan honnête. Je ne connaissais même pas ces gens. Walter a fait glisser un autre dossier vers moi. À l'intérieur, s'empilaient des photographies, des dossiers militaires, des documents financiers, et des coupures de presse, couvrant près de 30 ans d'histoire. Puis, j'ai vu le nom de mon oncle Richard, apparaître encore et encore. Des contrats de la défense, des usines d'armement, des dons politiques massifs, des rapports officiels mystérieusement disparus. J'ai lentement relevé la tête. Que faisait exactement cette famille? Walter a répondu avec une extrême prudence. Suffisamment de choses, pour que votre grand-père passe les dernières années de sa vie, à tenter de faire la paix avec Dieu. Cette nuit-là, seul dans une luxueuse chambre d'hôtel surplombant Zurich, je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, lisant des copies de documents classifiés et des lettres à l'encre pâlie. Vers 3 heures du matin, j'ai trouvé une chose, qui a fait trembler mes mains de manière incontrôlable. Une lettre de mon père, destinée à ma mère. Elle n'avait jamais été ouverte. Et, subitement, j'ai compris une vérité terrifiante. Mon père ne nous avait jamais abandonnés. Quelqu'un s'était assuré que nous n'ayons plus jamais de ses nouvelles. Je n'ai presque pas fermé l'œil, après avoir lu cette fameuse lettre. La chambre donnait sur le lac de Zurich, calme et argenté, sous la brume matinale. Mais, dans mon esprit, c'était comme si une violente tempête s'était abattue. Chaque fragment de mon enfance me semblait désormais vaciller. Pendant 32 ans, j'avais cru que l'homme qui m'avait donné la vie, nous avait tourné le dos. À présent, je tenais la preuve irréfutable,
que quelqu'un l'avait purement et simplement effacé de la surface du globe. Vers 6 heures du matin, je me suis préparé un café, en utilisant la minuscule machine de ma chambre, et je me suis assise près de la fenêtre, relisant ces mots encore et encore. Claire, s'il m'arrive quoi que ce soit, promets-moi de tenir Émilie éloignée de la famille Morgan. Il y a des choses que mon père a tolérées, et qu'il ne pourra jamais défaire. Je vous aime toutes les deux, plus que ma propre vie. Jonathan. J'ai relu ces lignes, au moins 10 fois d'affilée. Pas une seule de ces phrases ne ressemblait aux mots d'un homme fuyant ses responsabilités. Cela ressemblait au testament d'un homme acculé, tentant désespérément de protéger les siens. Lorsque je suis retourné à la banque, plus tard dans la matinée, un lourd voile de fatigue pesait sur mes yeux. Walter Brunet l'a remarqué au premier coup d'œil. « Vous avez lu toute la nuit ?» ?»« Oui. » Je me suis assise en face de lui, avec une lenteur calculée. Ma mère m'a menti toute ma vie. Walter a ajusté ses lunettes, avec précaution. Votre mère était terrorisée, Émilie. Cela ne l'excuse en rien. Non, a-t-il admis doucement. Cela ne l'excuse pas. Pendant quelques instants, aucun de nous n'a pris la parole. Derrière les immenses baies vitrées, les tramways glissaient silencieusement dans les rues de Zurich, tandis que des hommes d'affaires se pressaient sous la bruine glaciale du matin. Tout semblait si paisible, là dehors. Mais à l'intérieur de moi, la paix n'existait plus. J'ai rouvert le dossier. Il y a ici des références à des contrats de la défense, et à des rapports disparus, ai-je pointé du doigt. Sur quoi exactement mon père enquêtait-il? Walter a hésité, juste assez longtemps pour me rendre nerveuse. Puis, il a parlé en mesurant chaque syllabe. Au début des années 1990, Jonathan Morgan a découvert des preuves, démontrant que des fournisseurs militaires surfacturaient le gouvernement, par le biais de contrats frauduleux à l'étranger. Cela arrive tout le temps. Oui, a répondu Walter. Mais cette affaire impliquait de hauts fonctionnaires, ainsi que des entreprises privées de la défense, bénéficiant de puissants soutiens politiques. Je l'ai fixé, incrédule. Et ma famille était impliquée. Des membres de votre famille ont tiré un profit colossal de ces contrats. La pièce m'a soudainement semblé glaciale. J'avais passé toute ma vie d'adulte à servir dans les marines, fermement convaincu que l'honneur avait un sens. Le devoir, l'intégrité, le sacrifice. Pour moi, ces mots n'étaient pas de simples décorations. Les marines perdent leur mariage, leur santé, et de précieuses années loin de leur famille, parce que nous croyons que servir son pays signifie quelque chose de grand. Et voilà que j'apprenais que mon propre sang avait utilisé le patriotisme comme une simple stratégie commerciale. Je me suis adossé lentement. Mon père les a donc menacés. Walter a hoché la tête. Le général Morgan pensait que Jonathan avait l'intention de témoigner. Et puis, il a disparu. Oui. Je me suis frotté le front. Vous n'arrêtez pas de dire le général Morgan pensait. Pourquoi ne pas dire qu'il le savait? Le visage de Walter s'est légèrement crispé. Parce que personne n'a jamais retrouvé de corps. Cette phrase est restée suspendue dans les airs, lourde de sous-entendus. Personne. Je me suis soudainement souvenu de toutes ces années, où ma mère avait farouchement refusé de déclarer mon père officiellement mort, lorsque les démarches administratives l'exigeaient. J'avais cru que le chagrin l'avait rendue obstinée. Peut-être qu'elle, aussi, savait quelque chose. Walter m'a tendu un autre classeur. Ce sont les journaux intimes du général Morgan, tenus durant ces dernières années. J'en ai ouvert un, avec d'infinies précautions. L'écriture était plus saccadée, que sur la lettre que j'avais lue la nuit précédente. J'ai trahi mon fils. Cette ligne trônait, solitaire, au milieu de la page. Juste en dessous, il avait ajouté, j'ai enseigné la discipline à mes enfants, mais j'ai oublié de leur enseigner la morale. J'ai refermé le carnet. Un vieil homme, au seuil de la mort, avait écrit ces mots poignants, tout en étant assis sur l'une des plus grandes fortunes d'Amérique. L'argent, décidément, ne pouvait protéger personne du fardeau des regrets. Walter a repris, d'une voix feutrée. Votre grand-père est devenu un homme complètement différent, vers la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'il a changé? Vous. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a suivi votre parcours militaire en secret. Quand vous vous êtes engagé, après l'université, au lieu de poursuivre une carrière dans le privé, il a repris espoir.
C'est ridicule. Il ne m'a même jamais contacté. Il était persuadé que votre mère s'y opposerait. Pour être honnête, elle l'aurait sans doute fait. Pourtant, la colère continuait de monter en moi. Toute mon existence avait été façonnée par des décisions, prises dans des pièces dont on m'avait toujours interdit l'accès. Des décisions arrêtées par des gens riches et puissants, qui gardaient leurs secrets bien au chaud, pendant que les gens ordinaires en payaient le prix fort. Finalement, j'ai posé la question qui me brûlait les lèvres depuis la veille. Que se passe-t-il, si je refuse cet héritage? Walter a eu l'air sincèrement surpris. Vous tourneriez le dos à 60 millions d'euros. Je pose juste la question. Il a croisé ses mains. Alors, la succession reviendrait très probablement à Richard Morgan, et aux autres membres survivants de la famille. J'ai imaginé mon oncle, paradant dans un gigantesque manoir en Virginie, en train de polir sa réputation immaculée. Tout cela, pendant que ma mère peinait à se payer ses médicaments contre le cancer. La rage, tapie au fond de moi, s'est aiguisée comme une lame. Non, ai-je tranché froidement. Cela n'arrivera pas. Pour la première fois depuis mon arrivée à Zurich, Walter m'a adressé un petit signe de tête approbateur. Bien, ai-je pensé avec amertume. Il y a peut-être un peu de sang Morgan dans mes veines, après tout. Plus tard dans l'après-midi, Walter a organisé un appel vidéo sécurisé, avec l'avocat américain représentant la succession à Washington. C'est à ce moment-là, que j'ai entendu la voix de mon oncle Richard pour la première fois. Tu aurais dû rester en Californie, a-t-il lâché d'un ton glacial, à travers l'écran. Aucune salutation, aucune introduction. Juste de l'hostilité pure. Je me suis tenu bien droite, dans mon fauteuil de conférence en cuir. Et vous auriez dû dire la vérité, il y a 30 ans. Son visage s'est assombri instantanément. Tu ne sais absolument rien de cette famille. Je sais que mon père a écrit des lettres, que ma mère n'a jamais reçues. Richard a expiré lentement par le nez. Tu crois que Jonathan était une sorte de héros? Il était irresponsable. Il était un marine. Il était naïf, a-t-il cinglé. Il s'imaginait qu'exposer la corruption allait, par miracle, purifier le monde. J'ai remarqué que Walter m'observait en silence, assis à mes côtés. L'avez-vous aimé, ne serait-ce qu'un peu, ai-je demandé. Cette question a semblé le déstabiliser, bien plus que je ne l'aurais cru. L'espace d'une seconde, il a paru plus vieux, plus las. Puis, le masque est retombé. Si tu oses défier cette famille publiquement, a-t-il menacé, ta vie deviendra particulièrement désagréable. J'ai failli sourire. Je suis un marine, monsieur Morgan. Le désagréable, c'est généralement ce que je gère avant même le petit déjeuner. Walter a coupé le micro, avant que Richard ne puisse répliquer. Pendant quelques secondes, le silence a régné dans le bureau. Puis, Walter a carrément étouffé un petit rire. Votre grand-père aurait beaucoup apprécié cette répartie. Je me suis surprise à sourire légèrement, moi aussi. Mais ce rictus a vite disparu. Car, sous la tension de cet échange, une autre réalité commençait à s'imposer à moi. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était une question d'humiliation. Ma mère avait passé des décennies à lutter seule, pendant que ces gens se vautraient dans le luxe et l'influence. Mon père était mort, affublé de l'étiquette de traître, pendant que d'autres amassaient des fortunes sur son dos. Et maintenant, il voulait que je me taise, moi aussi. Ce soir-là, Walter m'a emmené dîner dans un petit restaurant avec vue sur le lac. La salle était principalement occupée par des couples d'un certain âge, qui discutaient à voix basse, autour de bougies et de bon vin. Vous me rappelez beaucoup Jonathan, m'a confié Walter, en découpant son steak. Tout le monde n'arrête pas de me le dire. Ce n'est pas seulement une ressemblance physique. Quoi, alors? Il croyait, lui aussi, que la vérité importait plus que le confort personnel. J'ai baissé les yeux vers mon assiette. Cette conviction lui a coûté la vie. Walter est resté silencieux pendant plusieurs secondes, avant de répondre avec tact, oui. Parfois, c'est le prix à payer. De retour dans ma chambre d'hôtel, plus tard dans la nuit, je suis resté debout près de la fenêtre, regardant les lumières se refléter sur l'eau sombre. La majeure partie de ma vie, j'avais pensé que la vengeance était un concept réservé aux jeunes hommes en colère, dans les films d'action. Mais, seul dans cette chambre à Zurich, tenant entre mes mains les preuves de ce qu'on avait volé à mon père, j'ai enfin compris comment naît le besoin de vengeance.
Non pas dans la violence, ni dans la fureur aveugle. Mais dans le deuil. Un deuil si profond, qu'il finit par se cristalliser en une détermination implacable. Et, pour la toute première fois de mon existence, j'ai ressenti le besoin viscéral de faire souffrir la famille Morgan, autant que ma mère avait souffert pendant 30 ans. Lorsque j'ai atterri aux États-Unis, la première chose qui m'a frappé, c'est à quel point tout semblait désespérément normal. Les voyageurs se pressaient dans les couloirs de l'aéroport, tenant des gobelets de café et des sacs à dos. Des familles se disputaient près des tapis à bagages. Les écrans de télévision diffusaient des bulletins météo, que personne ne regardait. Et moi, au milieu de tout ça, je transportais suffisamment de secrets familiaux pour anéantir l'une des dynasties militaires les plus respectées d'Amérique. J'ai loué une berline à l'aéroport national Reagan, et j'ai roulé vers le sud, en direction de la Virginie, sous une pluie battante d'automne. Walter Brennan m'avait prévenu, la cérémonie commémorative, en l'honneur du général Arthur Morgan, attirait des politiciens, des officiers supérieurs à la retraite, de puissants chefs d'entreprise, et de grandes figures des médias. Il n'avait pas exagéré. Le service se tenait dans une chapelle privée, juste à l'extérieur du cimetière d'Arlington. Des SUV noirs aux vitres teintées, bordaient la route sur près d'1 kilomètre. Des hommes équipés d'oreillettes montaient la garde près de l'entrée, feignant de ne pas faire partie du service de sécurité. En me garant, j'ai soudainement pris conscience du poids de mon uniforme. La veste bleu nuit, les médailles brillantes, les chaussures impeccablement cirées. Pendant des années, cet uniforme m'avait permis de garder les pieds sur terre. Aujourd'hui, je le portais comme une armure de combat. Dès l'instant où je suis sorti de la voiture, les conversations aux alentours ont commencé à s'éteindre. Les gens connaissaient déjà mon nom, à cause des informations télévisées. La petite fille oubliée. L'héritière surprise. Le scandale. Un marine d'un certain âge, posté près de l'entrée, m'a salué avec respect en voyant mon uniforme. « Bonjour, mon capitaine. »« Bonjour, monsieur. » À l'intérieur, la chapelle embaumait la cire d'abeille et les lys frais. De grands portraits du général Morgan encadraient l'autel, le montrant posant fièrement aux côtés de présidents, de chefs militaires, et de dignitaires étrangers. L'Amérique chérissait cet homme. Mais, à en juger par la tension palpable dans la pièce, ce n'était pas le cas de sa propre famille. J'ai repéré Richard Morgan presque immédiatement. Il se tenait près des premiers bancs, entouré d'avocats et de partenaires en affaires. Un costume luxueux, des cheveux argentés, et ce sourire posé, soigneusement calculé pour les caméras. Puis, son regard a croisé le mien. Son expression s'est durcie instantanément. Une femme à ses côtés, lui a chuchoté quelque chose d'urgent à l'oreille. Richard s'est mis en marche dans ma direction. La salle s'est peu à peu tue, au fur et à mesure que l'assemblée réalisait ce qui se passait. « Tu n'aurais jamais dû venir », a-t-il sifflé à voix basse. J'ai gardé un ton parfaitement neutre. Il était mon grand-père. Il a été manipulé par des opportunistes, à la fin de sa vie. C'est plutôt curieux, ai-je répliqué. Walter Brennan m'a assuré qu'il était parfaitement lucide. Sa mâchoire s'est contractée. Tu ne comprends absolument pas dans quoi tu mets les pieds. Je comprends que mon père est mort, pendant que votre famille s'engraissait. Cette flèche l'a atteint, plus durement que je ne l'espérais. L'espace d'un quart de seconde, Richard a eu l'air véritablement ébranlé. Puis, la fureur a repris le dessus. Jonathan s'est détruit tout seul. Il a voulu jouer les justiciers, et exposer la corruption. Il a baissé le ton d'un cran supplémentaire. Tu t'imagines vraiment que ce monde récompense l'honnêteté? Grandis un peu. Je l'ai fixé intensément. Cette simple phrase venait de m'en apprendre davantage sur la famille Morgan, que n'importe quel dossier juridique. Avant que je ne puisse formuler une réponse, une autre voix est intervenue. Richard. Un homme âgé, s'est placé à nos côtés. Il portait l'uniforme d'un colonel des marines à la retraite. Très grand malgré les années, les cheveux blancs coupés ras, le visage creusé de rides profondes autour d'yeux d'un bleu perçant. Richard a immédiatement fait un pas en arrière. Colonel Harris, a-t-il lâché avec raideur. Le colonel l'a ignoré de la manière la plus totale, et s'est tourné vers moi. Vous devez être Emily. Oui, monsieur. Il m'a serré la main avec une poigne d'acier. J'ai servi avec votre père. Tout s'est figé à l'intérieur de moi. Richard a marmonné quelque chose dans sa barbe, et s'est éloigné sans un mot de plus.
Le colonel Harris la regardait fuir. Cette famille s'imagine toujours que l'argent peut annuler les conséquences de leurs actes. Vous connaissiez bien mon père? Assez bien, pour savoir qu'il serait immensément fier de vous voir vous tenir ici aujourd'hui. Cette déclaration a failli faire voler en éclats la carapace de sang-froid que je m'étais forgée. Nous nous sommes assis ensemble, vers le fond de la chapelle, avant que l'office ne commence. Pendant que les politiciens se succédaient, livrant des discours bien polis sur le patriotisme et le leadership du général Morgan, le colonel Harris s'est chargé, à voix basse, d'assembler les pièces manquantes du puzzle de mon père. Jonathan Morgan était profondément respecté au sein du corps. Brillant, obstiné, et beaucoup trop honnête pour garantir sa propre survie. Il croyait dur comme fer que le rôle des marines était de protéger les gens, a murmuré doucement Harris. Même quand le prix à payer était exorbitant. Qu'a-t-il découvert au juste? Harris a jeté un regard vers le premier rang, où Richard posait pour les caméras. Des sous-traitants de la défense, facturaient au gouvernement du matériel qui n'arrivait jamais aux marines déployées sur le terrain. J'ai froncé les sourcils. Vous parlez de vol pur et simple? Exactement. Et votre famille a couvert ces malversations. Du moins, certains d'entre eux. Mon estomac s'est noué. Jusqu'à quel niveau l'affaire remontait-elle? Suffisamment haut, pour que des hommes de bien se fassent enterrer. La cérémonie s'est achevée dehors, avec les honneurs militaires, sous un ciel lourd et gris. Un clairon a sonné tape, tandis qu'un vent glacial balayait les pelouses du cimetière. J'ai observé Richard, serrant la main de sénateurs et de grands patrons, tandis que les photographes se bousculaient autour de lui. Pas une seule fois, il n'a tourné son regard vers moi. Cela aurait dû me donner l'impression d'être insignifiante. Or, curieusement, je me suis senti redoutable. Plus tard dans l'après-midi, Walter avait pris les dispositions nécessaires pour que je loge temporairement dans l'une des propriétés de la famille Morgan, au nord de la Virginie, en attendant que les procédures légales ne débutent. Appeler cet endroit une « maison » aurait été absurde. C'était un domaine. Des murs de pierre taillée, de hauts portails en fer forgé, et une bibliothèque plus vaste que mon duplex tout entier, à Océanside. J'ai erré dans les couloirs silencieux, bordés de portraits militaires et de peintures à l'huile, représentant des ancêtres aux mines austères. Des générations d'hommes, dont les visages semblaient dire que le pouvoir leur revenait de droit divin. Je me suis demandé combien de secrets putrides s'étaient cachés derrière ces murs prestigieux. Ce soir-là, Daniel m'a appelé à l'improviste. Quelle est l'étendue des dégâts? A-t-il demandé d'emblée. De quoi parles-tu? Des infos. Apparemment, plusieurs médias couvraient déjà la bataille autour de la succession. Je me suis laissé tomber dans un fauteuil en cuir, près de la cheminée de la bibliothèque. As-tu déjà eu l'impression que toute ta vie était bâtie sur des mensonges? Daniel a soupiré bruyamment. Émilie, non, sérieusement. Maman était au courant de certaines choses. Elle essayait juste de te protéger. C'est en train de devenir l'excuse favorite de tout le monde. Il a gardé le silence un instant. Puis, il a lâché, tu as l'air en colère. Je le suis. Contre qui? J'ai balayé l'immense pièce du regard. Contre tous. Et cela l'incluait, lui aussi, pour être tout à fait franche. Car même Daniel s'était moqué de moi, avant de découvrir que cet héritage était bien réel. Tu dois être prudente, m'a-t-il mis en garde. Les familles avec un tel niveau de richesse, n'ont pas l'habitude de perdre en silence. Ils ne me font pas peur. C'est précisément pour ça que je m'inquiète. Après avoir raccroché, je me suis servi un verre de bourbon, au bar du bureau, et je suis resté assis seul, très longuement. Aux alentours de minuit, mes pas m'ont mené dans le bureau privé du général Morgan. La pièce embaumait encore les vieux cigares, et le papier vieilli. Un mur entier affichait ses médailles militaires. Un autre était couvert de photographies de famille. C'est là que je l'ai vu. Une photo encadrée de mon père, me tenant dans ses bras quand j'étais bébé. J'ai cessé de respirer pendant une fraction de seconde. Il paraissait plus jeune que je ne l'aurais imaginé. Souriant, fier. Et, juste à côté de ce cadre, se trouvait une autre photo. Le général Arthur Morgan, se tenant à proximité, nous observant tous les deux. Mon grand-père m'avait donc connu dès mon plus jeune âge. Je me suis assise lentement, derrière cet imposant bureau. Toutes ces années où ma mère a lutté pour joindre les deux bouts. Tous ces anniversaires fêtés sans la moindre réponse.
Toutes ces nuits, passées à me demander pourquoi mon père ne nous avait jamais aimés assez fort pour rester. Et dire que la vérité s'était toujours terrée ici, derrière ces murs, depuis le tout premier jour. La rage qui est montée en moi à cet instant, était froide, maîtrisée, disciplinée comme un marine. Ce n'était pas un chaos émotionnel, c'était un objectif clair. J'ai enfin compris un détail crucial, et redoutable, sur la vengeance. La vengeance la plus puissante, ne se traduit pas par des cris ou des hurlements. Elle se traduit par la patience. Et, pour la toute première fois, j'ai commencé à penser, non plus à la manière de survivre face à cette famille, mais à la façon de la démanteler pièce par pièce. Le procès a commencé, par un lundi matin pluvieux, à Washington DC. À ce moment-là, mon visage était déjà apparu sur les chaînes d'information en continu, suffisamment de fois, pour que des inconnus me dévisagent dans les ascenseurs des hôtels. La petite fille Morgan oubliée. L'héritière marine. La femme qui défie la plus puissante famille militaire d'Amérique. Les médias raffolent de ce genre de petits titres accrocheurs. La vraie vie, elle, était infiniment plus laide que n'importe quel gros titre. Je me tenais devant le tribunal fédéral, dans mon impeccable uniforme bleu, pendant que les journalistes hurlaient leurs questions depuis l'autre côté des barrières de sécurité. Capitaine Carter, le général Morgan vous a-t-il soutenu en secret, pendant toutes ces années? Envisagez-vous d'attaquer la famille Morgan en justice? Croyez-vous que votre père a été assassiné? Les flashs des appareils photo crépitaient devant mon visage. Des micros se tendaient vers moi, comme des armes. J'ai royalement ignoré ce cirque, et je suis entré dans le bâtiment, escorté par Walter Brunet et par mon avocate américaine, Linda Carvey. Une femme d'une 60aine d'années, au regard perçant, dont chaque mot prononcé semblait coûter une petite fortune. « Vous vous en sortez très bien », a-t-elle murmuré, alors que nous passions les portiques de sécurité. « J'ai l'impression que je vais vomir. » C'est la preuve que vous saisissez l'enjeu et les conséquences. C'est parfait. À l'intérieur de la salle d'audience, Richard Morgan avait déjà pris place, entouré de 3 avocats qui faisaient bloc autour de lui, comme de véritables gardes du corps. Pour la première fois depuis notre rencontre, il avait véritablement l'air fatigué. Pas affaibli, non. Juste usé jusqu'à la corde. Les dernières semaines l'avaient gravement abîmé. Les journalistes économiques épluchaient sans pitié l'empire financier des Morgan. Des associations d'anciens combattants exigeaient des explications claires, au sujet d'anciens contrats de la défense douteux. Leurs précieux alliés politiques, soudainement frappés d'amnésie, ne retournaient plus leurs appels. Cette famille, autrefois habituée à imposer sa loi partout où elle passait, se retrouvait désormais sur la défensive sur tous les fronts. Richard m'a foudroyé du regard, au moment où je m'asseyais. Il y avait une haine viscérale dans ses yeux, mais aussi autre chose. De la peur. Le juge a fait son entrée, et l'audience a été officiellement ouverte. Pendant des heures interminables, les bataillons d'avocats se sont écharpés sur des points de droit successoral, sur la compétence mentale du défunt, sur les transferts financiers, et sur des structures fiduciaires si complexes, qu'elles m'en donnaient la migraine. Je suis resté silencieuse la plus grande partie de la matinée, écoutant des inconnus décortiquer mon existence, comme s'il s'agissait d'une vulgaire transaction commerciale. Puis, l'avocat de Richard m'a appelé à la barre. J'ai marché vers le box des témoins, avec cette même posture contrôlée et impeccable, que j'adoptais lors des inspections de la marine. Respiration calme, main ferme. Ne jamais exposer la moindre faille en public. L'avocat de Richard a affiché un sourire mielleux, mais c'était le genre de rictus qu'arborent les prédateurs avant de déchiqueter leur proie. Capitaine Carter, a-t-il attaqué d'un ton suave. Avant le mois dernier, vous n'aviez strictement jamais rencontré le général Morgan en personne. C'est exact? C'est exact. Et, pourtant, vous espérez faire croire à ce tribunal, qu'il a sciemment décidé de vous léguer la majorité de sa fortune. Je n'ai jamais rien réclamé. Mais vous l'avez accepté. J'ai accepté la vérité. À ces mots, quelques journalistes ont prestement levé le nez de leur carnet de notes. L'avocat a enchaîné. N'est-il pas vrai que vous faisiez face à d'importantes difficultés financières, avant de découvrir l'existence de cet héritage? Oui. Cette somme d'argent améliorerait donc considérablement votre train de vie. C'est généralement l'effet que produisent 60 millions d'euros, oui. De légers rires étouffés ont parcouru l'assistance. Le sourire de l'avocat s'est figé.
Vous prétendez que le général Morgan vouait une profonde admiration à votre carrière militaire. Je ne le prétends pas. Ce sont ses propres lettres qui l'affirment. Des documents fournis par des avocats suisses, et rigoureusement authentifiés par des experts en écriture. Il a marqué une pause, visiblement irrité par ma répartie. Puis, il a brusquement changé d'angle d'attaque. Capitaine Carter, êtes-vous au courant que votre père faisait l'objet d'une enquête pour faute professionnelle, juste avant sa disparition? Linda Carvey s'est levée d'un bond. Objection. Le juge a autorisé la question, mais de manière limitée. L'avocat s'est tourné vers moi, l'œil triomphant. Veuillez répondre à la question. Oui, ai-je dit d'une voix très calme. Je suis également au courant que ces accusations ont opportunément permis de protéger plusieurs sous-traitants de la défense, étroitement liés à la famille Morgan. Un silence de cathédrale s'est abattu sur la salle d'audience. Richard me fusillait du regard, avec une rage désormais incontrôlable. L'avocat a tenté une autre parade. Vous insinuez l'existence d'un complot machiavélique, impliquant de respectables chefs militaires et de grands dirigeants d'entreprise. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, monsieur. J'insinue que c'est une question de cupidité. Le mot a claqué comme un coup de fouet. La cupidité, c'est un concept que tout le monde comprend. Même les vieux juristes et les avocats en col blanc saisissent parfaitement l'appât du gain. L'interrogatoire s'est poursuivi pendant encore une bonne vingtaine de minutes, avant que je ne sois enfin autorisé à regagner ma place. En descendant de la barre, j'ai remarqué que plusieurs anciens combattants, assis dans le public, me dévisageaient différemment. Non plus comme le visage d'un scandale médiatique, mais bel et bien comme un marine. Et, bizarrement, cela avait plus d'importance à mes yeux que je ne l'aurais cru. Pendant la suspension d'audience, à l'heure du déjeuner, je me tenais seul près d'une fenêtre du palais de justice, buvant un café infâme, pendant que la pluie fouettait les carreaux. C'est à ce moment-là que Daniel est apparu. Je ne l'avais pas revu depuis notre rencontre en Virginie. Tu as l'air complètement épuisé, a-t-il dit avec précaution. Tu as surtout l'air nerveuse. Je le suis. Il a jeté un regard par-dessus son épaule, avant de baisser la voix. J'ai trouvé quelque chose. Ces mots ont immédiatement capté toute mon attention. Daniel m'a tendu un vieux paquet d'enveloppes, soigneusement noué par un ruban décoloré par le temps. Mon estomac s'est tordu de douleur, à la seconde où j'ai reconnu l'écriture de ma mère. Qu'est-ce que c'est? Il a baissé les yeux, l'air honteux. Maman les gardait cachés. J'ai lentement défait le nœud du ruban. Des lettres. Des dizaines de lettres, toutes adressées à ma mère, toutes écrites de la main de Jonathan Morgan. Mon père lui avait écrit pendant des années. Des anniversaires, des Noëls, des nouvelles de son quotidien, des promesses déchirantes de rentrer un jour à la maison. Aucune de ces lettres ne m'était jamais parvenue. Le vertige m'a soudainement saisi. Daniel a chuchoté doucement. Elle était terrorisée. Émilie. Arrête de répéter ça. Son visage s'est crispé. Elle était persuadée que la famille Morgan allait te l'enlever. Alors, elle m'a laissé croire qu'ils nous avaient abandonnés. Je sais. J'ai de nouveau baissé les yeux sur les lettres. 30 années d'une vérité confisquée, reposaient là, entre mes mains. J'aurais dû être submergé par le chagrin. Au lieu de cela, la toute première émotion qui m'a foudroyé, ce fut la fureur. Pas envers Richard, non. Envers ma propre mère. Cette trahison m'a blessé plus profondément que tout le reste, jusqu'à présent. De retour dans la salle d'audience, l'après-midi a pris une tournure extrêmement dramatique, lorsque le colonel Harris a été appelé à témoigner. Le vieux marine s'est avancé lentement vers le box des témoins, les épaules toujours bien droites, malgré le poids de l'âge. Les avocats de Richard l'avaient clairement sous-estimé. Ce fut une erreur fatale. Le colonel Harris s'est exprimé avec clarté, avec le calme inébranlable d'un homme devenu trop vieux pour avoir encore peur des puissants. Il a décrit en détail les contrats militaires frauduleux. Les équipements mystérieusement disparus. Les marines déployées sur le front, dépourvues du matériel adéquat, pendant que des cadres dirigeants empochaient de confortables bonus. Puis, il a prononcé la phrase qui a fait basculer le procès. Le capitaine Jonathan Morgan a tenté de dénoncer cette corruption, en utilisant les voies hiérarchiques officielles, a déclaré Harris d'une voix grave. À la suite de cela, sa réputation a été méthodiquement détruite. L'avocat de Richard a multiplié les objections, en pure perte,
car le mal était déjà fait. Le colonel Harris s'est alors tourné directement vers Richard. J'ai vu de bons marines fermer les yeux sur les mensonges de votre famille, et ce, pendant 30 longues années. Le visage de Richard s'est instantanément vidé de son sang. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je ne voyais plus en lui l'image du puissant patriarche intouchable. Il n'était plus qu'un vieil homme vieillissant, pris au piège des conséquences de ses propres actes. À la levée de la séance, les journalistes se sont déchaînés à la sortie, créant un véritable chaos. Les questions fusaient de toutes parts. Capitaine Carter, estimez-vous que votre oncle a sa place en prison? Faut-il s'attendre à des poursuites pénales? L'Empire Morgan est-il sur le point de s'effondrer? Je n'ai pas répondu. En vérité, quelque chose s'était irrémédiablement transformé en moi durant cette audience. En observant Richard, assis là, blême et terrassé de fatigue, j'avais soudainement perçu la vérité avec une clarté aveuglante. Ce procès n'était pas un affrontement épique entre le bien et le mal. C'était simplement le triste spectacle de ce qui se produit, lorsque l'orgueil finit par étouffer la conscience. Richard n'avait plus rien d'un homme de pouvoir. Il avait simplement l'air hanté par ses démons. Et, pour la toute première fois depuis mon voyage à Zurich, l'idée de vengeance avait perdu sa saveur enivrante. Elle me semblait désormais d'une lourdeur insupportable. J'ai gagné le procès, 3 semaines à peine avant Noël. Il n'y a pas eu d'applaudissements dramatiques dans la salle d'audience. Aucune musique ne s'est élevée en fond sonore, comme on peut le voir dans les vieux films. Il y a juste eu ce juge, qui a retiré ses lunettes, avant de prononcer ces mots avec un calme olympien: la Cour confirme la parfaite validité des dernières volontés, et du testament, du général Arthur Morgan. C'était fini. 60 millions d'euros, d'innombrables propriétés immobilières, des comptes fiduciaires, des portefeuilles d'investissement boursiers. L'intégralité de l'héritage de la famille Morgan m'appartenait désormais légalement. Pendant quelques secondes, personne n'a osé bouger. Puis, les journalistes se sont rués vers la sortie, afin d'être les premiers à diffuser la nouvelle, pendant que les avocats se serraient la main, et rangeaient leurs dossiers dans leurs attachés-caisses. À l'autre bout de la pièce, Richard Morgan est resté pétrifié sur sa chaise. Il ne semblait ni furieux, ni même ému. Juste atrocement fatigué. D'une lassitude infinie. Je suis resté là, pétrifié par le silence, frappé par une réalisation troublante. Après des mois de lutte acharnée, la victoire n'avait pas du tout le goût que je m'étais imaginé. J'avais cru que la vengeance me procurerait un sentiment de puissance. En réalité, j'étais surtout envahi par une profonde tristesse. Linda Carvey a pressé doucement mon épaule. « Vous avez brillamment réussi », a-t-elle glissé. « Vraiment ?» Elle m'a étudié avec une attention particulière. « Cela dépend de ce que vous cherchiez à obtenir. » Honnêtement, je n'en étais plus tout à fait certaine. À la sortie du tribunal, les journalistes se massaient contre les barrières de sécurité, bravant la pluie verglaçante. Les questions pleuvaient de tous les côtés, dans un brouhaha assourdissant. « Capitaine Carter, allez-vous prendre les rênes de Morgan Industries? Comptez-vous exiger l'ouverture d'enquêtes pénales? Avez-vous l'intention de démanteler l'empire de la famille Morgan ?» Je me suis arrêté net. Pour la toute première fois depuis le début de cette affaire, j'ai répondu de manière directe. Mon père était fermement convaincu que le devoir envers son pays avait bien plus de valeur que l'argent, ai-je déclaré d'une voix posée. C'est la seule et unique chose que je m'efforcerai d'honorer. Puis, j'ai tourné les talons. Aucun grand discours, aucune mise en scène vengeresse. Rien d'autre qu'un profond épuisement. De retour au domaine de Virginie, un silence de plomb régnait dans l'immense bâtisse. La majeure partie du personnel de maison avait déjà été remercié pendant la bataille juridique. L'endroit ressemblait moins à un luxueux manoir, et bien plus à un mausolée dédié à la solitude. J'ai marché sans but jusqu'à la bibliothèque, là où j'avais découvert, pour la première fois, la photo de mon père me tenant dans ses bras. Ce cliché trônait toujours sur le grand bureau du général Morgan. Je l'ai pris entre mes mains, avec d'infinies précautions. Pendant 32 ans, j'avais vécu avec la certitude que mon père m'avait abandonné. Ensuite, j'avais cru que sa propre famille l'avait sciemment détruit. Et maintenant, après des mois passés à me noyer dans les dossiers juridiques et les témoignages accablants, la vérité m'apparaissait sous un jour beaucoup plus complexe. Mon père avait eu le courage d'essayer d'exposer la corruption. Richard, ainsi que d'autres protagonistes, avaient préféré protéger l'empire familial, plutôt que de protéger l'un des leurs.
La lâcheté avait tout ravagé sur son passage. Mais, il faut bien l'admettre, la lâcheté et le meurtre prémédité ne sont pas toujours synonymes. Et cette nuance avait son importance. Tard dans la soirée, Walter Brunet est apparu dans l'embrasure de la porte de la bibliothèque, portant 2 verres et une bouteille de bourbon. « Vous devriez essayer de dormir », a-t-il conseillé. « Je n'en suis pas capable. » Il m'a tendu un verre rempli d'ambre liquide. « Ce soir, vous ressemblez de manière frappante à votre grand-père. » Ce n'est pas un compliment très réconfortant. Walter a esquissé un maigre sourire. Non, ça ne l'était d'ailleurs que très rarement. Nous sommes restés silencieux de longues minutes, à contempler les flammes danser dans la cheminée. Finalement, j'ai posé la question qui me torturait l'esprit depuis le lever du jour. Est-ce que le général Morgan aimait mon père? Walter a répondu sans l'ombre d'une hésitation. Plus que tout au monde. Alors, pourquoi n'a-t-il rien fait pour empêcher ce massacre? Walter a fixé le feuâtre, avant de trouver les mots justes. Parce que les hommes de pouvoir font très souvent l'erreur, de confondre le contrôle absolu avec la sagesse. J'ai longuement réfléchi à cette phrase. Mon grand-père avait passé son existence à commander des armées, à peser sur les décisions politiques, et à bâtir un empire financier démesuré. Et, pourtant, à la fin de sa vie, il avait lamentablement échoué dans la seule mission qui comptait véritablement, protéger les siens. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui m'a surprise, moi la première. J'ai demandé à Walter d'organiser une rencontre en tête-à-tête avec Richard Morgan. Walter avait l'air sincèrement inquiet. Émilie. J'ai besoin de l'entendre de sa propre bouche. Richard résidait dans un établissement médical très privé, en périphérie de Georgetown, après avoir été terrassé par ce que la presse qualifiait, avec beaucoup de diplomatie, de « grand épuisement ». La réalité était bien plus crue. Cet homme avait été broyé par la disgrâce publique. Lorsque j'ai franchi la porte de sa chambre, il paraissait avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines à peine. Il semblait même avoir rétréci physiquement. Il n'y avait plus aucune trace du charismatique dirigeant d'entreprise, qui plastronnait à la télévision. Il n'y avait plus, devant moi, qu'un vieil homme, assis dans un fauteuil près de la fenêtre, regardant tomber la pluie hivernale. « Tu es venu ?» a-t-il murmuré. « Oui. » Il m'a désigné une chaise d'un signe de tête. Pendant d'interminables minutes, ni l'un ni l'autre n'avons brisé le silence. Finalement, j'ai posé la seule question qui comptait, « Avez-vous assassiné mon père ?» Richard a fermé les paupières. Non. Je l'ai cru instantanément. Pas parce que je le pensais digne de confiance, mais parce que sa voix était chargée d'une onde profonde et sincère. Que s'est-il passé, alors? Richard a gardé les yeux rivés sur la vitre mouillée. Jonathan a menacé de tout balancer sur la place publique. Les contrats. Oui. Sa voix était totalement dépourvue de la moindre once d'arrogance. L'affaire impliquait des sénateurs, d'importants fournisseurs, de très hauts responsables militaires. Il y avait des sommes astronomiques en jeu, de très nombreuses réputations à préserver. Et vous les avez protégées. Nous avons protégé la famille. J'ai senti la colère refaire surface, une lame froide dans la poitrine. Au prix de sa propre vie. Richard a dégluti difficilement. Nous étions persuadés qu'il se contenterait de le discréditer. De le révoquer de ses fonctions opérationnelles. De l'obliger à se taire. Il a pris une longue et douloureuse inspiration. Jamais nous n'aurions imaginé qu'il puisse disparaître de cette façon. La chambre a de nouveau plongé dans le silence. Seul le clapotis de la pluie, contre les carreaux, se faisait entendre. Vous l'avez purement et simplement abandonné, ai-je lâché froidement. Richard a hoché la tête une unique fois. Oui. Aucune excuse minable. Aucune tentative de manipulation. Juste la brutale et nue vérité. Et puis, à mon immense stupéfaction, le vieil homme s'est mis à pleurer. Sans cris grandiloquents, sans larmes théâtrales. Juste des pleurs silencieux, dignes de quelqu'un qui n'a tout simplement plus la force de sauver les apparences, ou de protéger sa fierté. Ton grand-père se haïssait pour cela, a-t-il chuchoté d'une voix brisée. Il a passé les 30 dernières années de sa vie, à essayer d'acheter son propre pardon. Cette phrase s'est ancrée au plus profond de moi. Car elle venait soudainement de tout éclaircir, l'héritage inespéré, les lettres soigneusement conservées, les enquêtes clandestines, les modifications testamentaires de dernière minute.
Absolument rien de tout cela n'avait jamais été une question d'argent. Ce n'était que de la culpabilité. Le fardeau d'une culpabilité transmise de génération en génération, soigneusement dissimulée sous des couches de richesse et d'apparat patriotique. Richard a lentement essuyé son visage. « Je sais que tu me hais. » J'ai longuement réfléchi, avant de lui répondre. « Non, » ai-je déclaré avec la plus grande sincérité. « Je pense juste que vous êtes un homme faible. » Cette simple réflexion l'a blessé bien plus profondément, que si j'avais hurlé de toute mon âme. Avant de franchir le seuil de la porte, je me suis arrêté. Il y a une dernière chose qui m'échappe. Richard a levé les yeux vers moi. Pourquoi m'avoir tout légué? Son regard usé s'est très légèrement radouci. Parce que tu es devenu exactement la personne que cette famille n'a fait que prétendre être. J'ai repris la route en quittant Georgetown, m'insérant dans la lente circulation de fin de journée, avec un étrange sentiment de légèreté. Je n'étais ni guéri de mes blessures, ni totalement apaisé, mais j'y voyais enfin plus clair. Pendant des mois, la soif de vengeance m'avait servi de carburant. À présent, j'avais enfin compris cette leçon essentielle, que les personnes plus âgées finissent invariablement par assimiler, pour peu que la vie leur accorde assez de temps, presque toutes les vengeances s'achèvent dans la tristesse, car il n'existe aucune victoire au monde capable de vous restituer les années que l'on vous a volées. Une semaine plus tard, Daniel est venu me rendre visite au domaine. Pour une fois, il s'est présenté sans cette assurance tapageuse ou ces sarcasmes qu'il affectionnait tant. « Je te dois des excuses », a-t-il déclaré d'emblée. J'ai haussé un sourcil. Voilà qui est nouveau. J'étais rongé par la jalousie. De quoi? De mon héritage? Il a eu un petit rire fatigué. Tu as passé toute ta vie à servir réellement les autres, pendant que j'ai passé la mienne à courir vainement après l'argent. Ce constat avait un écho douloureusement familier. Nous sommes restés assis ensemble dans la bibliothèque pendant des heures, discutant à cœur ouvert, pour la toute première fois depuis des années. Nous avons parlé de notre mère. De la notion même de famille. Et de la manière dont la peur empoisonne silencieusement l'existence des gens, d'une génération à l'autre. Et cette nuit-là, après le départ de Daniel, j'ai enfin pris ma propre décision, concernant l'avenir de la fortune des Morgan.